On peut faire un séquençage de votre génome dans 2 jours. On peut faire un séquençage ciblé pour 5 ou 6 gènes dans 8 heures. Que j'espère qu'il y aura des interventions pour faire venir ces technologies ou de faire créer ces technologies localement en Algérie pour aider les patients algériens. Je comprends, c'est ça, c'est l'une des raisons que je suis ici. Parce que nous, en tant que chercheurs à l'étranger, on a vécu en Algérie, on est algérien, de Djazair, Qaratna. Et donc maintenant, c'est le moment de donner à l'Algérie. Nous, au niveau du CAC, on a commencé, ça fait quand même quelques années, on a pu implémenter un laboratoire universitaire de médecine de précision au niveau du CAC. Donc je vous propose, là c'est des propositions, c'est pas des questions, de mettre la main dans la main avec votre structure, une autre structure pour faire avancer. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous cette matinée pour vous souhaiter à tous et à toutes très cordialement la bienvenue à l'occasion de la visite du professeur Hakim Jaballah au sein de notre université. Merci professeur d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être au rendez-vous. Donc je suis très heureux et honoré de présenter notre conférencier invité qui va nous parler des approches de découverte de médicaments en oncologie. Donc avant d'accueillir professeur Jaballah, je voudrais, si vous permettez, de présenter une biographie succincte de notre conférencier. Alors, il est titulaire d'un doctorat de l'université de Leicester en Angleterre, un post-doc au sein de la même université. Il a occupé plusieurs postes dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique en Angleterre et aux USA. Professeur au centre de cancérologie aux États-Unis, il a été à la tête de l'Institut Pasteur de Corée, professeur de l'Université des sciences et technologies de Corée et actuellement il est président du centre thérapeutique aux USA. Ses travaux de recherche portent essentiellement sur la découverte et le développement de médicaments dans divers domaines thérapeutiques. Outre ses contributions scientifiques, conférences, publications et brevets d'innovation, ses activités sans dévouement au travail lui ont valu un prix et distinction internationaux. À l'échelle internationale, il est impliqué dans différentes activités consultatives en tant que consultant. Il a participé dans plusieurs apparitions médiatiques. Donc, suite à ce parcours remarquable, nous croyons que votre contribution, chers collègues, vos connaissances et votre expérience approfondie sera très bénéfique pour éclairer notre auditoire. Merci beaucoup une fois encore de votre chaleureuse réception. Donc je vais commencer. Donc mon parcours n'est pas vraiment dans la recherche basique. J'ai été toujours intéressé par la recherche appliquée. J'ai fait ma carrière, le début de ma carrière était dans des compagnies pharmaceutiques, d'essayer de comprendre comment les médicaments sont découverts. Une question. La deuxième question, est-ce que ces médicaments vont travailler pour toute une population? Là, dans cette salle, on est des humains, mais on est complètement différents du point de vue de la génétique. Soit qu'on a des mutations au niveau de quelques gènes, soit on a une expression différente de ces gènes du point de vue des protéines. Et l'autre aspect, c'est la pharmacologie. Donc si on parle de médicaments, c'est très important de parler de la pharmacologie. On peut avoir la meilleure molécule au monde, mais si la molécule ne peut pas atteindre le site où il faut qu'elle aille, cette molécule ne va jamais guérir les gens. Ça peut être un désavantage. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une filière qui est très très compliquée, et ça fait des années qu'on travaille dessus, et on n'a pas pu arriver à des points très importants pour guérir le cancer. Et j'espère qu'à travers
ma présentation aujourd'hui, vous allez avec moi comprendre que c'est une maladie qui est très complexe. Et lorsqu'on dit cancer, ce n'est pas une seule maladie. Il y a beaucoup d'éléments du corps humain qui sont très importants au sein du cancer. Point de vue inflammation, l'intervention du système immunitaire et aussi le métabolisme. Et le métabolisme devient très, très important parce que c'est un aspect du style de vie de la personne ou du patient atteint du cancer. Donc j'ai travaillé à Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York et c'est l'un des plus anciens instituts de recherche sur le cancer qui date de 1877. Et dans les années 40, ils ont commencé à faire la découverte pour trouver des médicaments pour le cancer. Et comme vous voyez à travers ces images, c'était des méthodes très primitives. Ça, c'est un œuf. Donc on prend les cellules cancéreuses humaines et on les injecte dans un œuf. Et on incube l'œuf pour donner l'opportunité à ces cellules d'avoir une vascularisation. Et une fois qu'ils ont une vascularisation, on peut injecter de différentes molécules pour voir la molécule qui ne va pas tuer le noyau de l'œuf, mais qui va tuer la tumeur. Et à travers ça, depuis les années 40, le même institut a pu découvrir 9 médicaments. Quelques médicaments sont encore sur le marché aujourd'hui et je vais en parler. La chose qui est très importante, donc c'est les années 40, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains ont travaillé sur tout ce qui est produits chimiques toxiques qu'ils vont utiliser vis-à-vis de la guerre, a bioweapon. Et le directeur qui était le directeur de l'Institut des années 40 à les années 60, c'était Cornelius Parker Rhodes. C'est un militaire. C'est un militaire qui était venu de l'armée américaine qui travaillait sur ces produits chimiques pour la guerre. Et pour lui, c'était très important d'utiliser ces produits chimiques pour la guerre, d'essayer de voir s'ils ont un effet biologique. Et à travers ce travail, par exemple, on a trouvé l'arsenic. Donc l'arsenic, c'est un agent toxique, mais s'il est composé d'une manière chimique différente, on l'utilise comme un anticancer. Donc c'est une chimiothérapie qui a été développée dans les années 50. Avec le temps, maintenant, les années 50, donc 10 ans plus tard, on n'utilise plus les œufs, mais on utilise des plaquettes. Donc ces plaquettes, on fait les cellules dans un tampon, donc c'est les cellules cancéreuses. Et ça, les dames ici sont en train de mesurer le changement de pH. Si les cellules cancéreuses, ils vont grandir et ils vont se répliquer, donc ils vont utiliser le média, donc le tampon qui est dans le média, et ça change le pH. Et aussi d'utiliser de la microscopie qui était très très basique, donc des années 50. Et à la fin, donc c'est les médicaments qui ont été le résultat du travail plus de 3 dizaines d'années dans l'Institut. Et mercaptopurine, ça, c'est toujours utilisé, c'est un antimétabolite qui est utilisé actuellement à travers le monde comme de thérapie chimique. Ça, c'est la librairie des biomolécules qui ont été construites à l'Institut. Donc, ils avaient une collection de plus de 28 000 molécules. La majorité de ces molécules venaient de l'armée américaine. Donc, c'est des molécules très très toxiques. Alors pour le cancer, si vous imaginez un arbre de cancer, donc on a le tronc, on a les branches, on a les feuilles et on a les racines de l'arbre. C'est à peu près une représentation d'un cancer. Ce qu'on veut achever, c'est de complètement détruire l'arbre du cancer, même avec les racines.
Ça, c'est ce que tous les docteurs veulent, surtout les oncologistes. Mais la réalité, elle est complètement différente. Parce que ce qu'on peut tuer, c'est ce qu'on peut voir. Donc, si on a une tumeur avec des centimètres de dimension, on peut la voir. Si on a une tumeur avec des millimètres, on ne peut pas la voir. Donc ça sera très difficile de la tuer. Ce qui se passe avec toute notre thérapie, on peut tuer le tronc, les branches, les feuilles, mais pas les racines. Et ça, on l'appelle minimum residual disease. Ça veut dire qu'on est arrivé à un point, on ne peut plus tuer les cellules cancéreuses. J'espère qu'il y a des biologistes ici, parce que je vais parler un tout petit peu technique. Donc les cellules cancéreuses, elles sont très intelligentes. Une fois qu'on les attaque, on peut les tuer. Si on ne peut pas les tuer, ils vont se faire deux choses. Ils vont devenir de G0, ils vont dormir. Donc toute la chimiothérapie qu'on a, elle peut tuer rien que les cellules qui sont actives. Une fois que ces cellules ne sont plus actives, on ne peut pas les tuer. Ou ils passent de l'autre côté de quiescence. Quiescence, c'est différent à G0. À G0, vraiment, il dort et il ne mange pas. La quiescence, il dort, ils sont en train de manger. C'est pour cela que le métabolisme devient très très important. J'en suis sûr que vous entendez de temps en temps des oncologistes de dire on veut stopper la nourriture pour ces cellules, on veut les starver. Et ça, c'est le seul moyen de les tuer, parce qu'une fois qu'ils sont dans la quiescence, c'est quasiment impossible de les tuer. Et une fois que la chimiothérapie sort du corps humain, ça va prendre quelques jours, ces cellules vont reprendre leur travail. Mais maintenant, on a un nouveau problème. Parce qu'on a commencé à traiter le patient avec un site primaire du cancer. Maintenant, on a un site secondaire. Donc le site primaire n'est plus important. Ce n'est pas le site qui va tuer le patient. C'est le nouveau site secondaire. Et avec le site secondaire, on ne sait pas où ces cellules sont dans le corps. Donc pour les cancers du sang, c'est un peu plus facile. Mais pour tous les cancers de solid tumors, ça devient quasiment impossible. C'est ce qu'on appelle la métastase. Donc on commence avec un cancer du foie et 6 mois plus tard, c'est un cancer de l'os. Et on ne va pas pouvoir détecter le cancer de l'os lorsque point que c'est trop tard. Donc vous voyez un peu le problème qu'on a maintenant, c'est ces racines, minimum residual disease, qui va nous donner un nouveau cancer. Et ça tourne en cycle. Donc la détection devient très importante et aussi la décision du traitement devient très très importante. Dans l'Institut, on a développé une technologie. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des plaquettes de 96 pouilles. Vous avez pu constater ça durant le Covid pour le dépistage. Dans mon labo, on utilise les 384, donc c'est 4 fois plus la densité, et on utilise les 1536. Avec les 1536, on peut dépister 200 cellules cancéreuses. Et pour cela, on peut prendre des centaines de malades et de prendre leurs cellules, de les faire to grow, de les faire dupliquer dans le laboratoire et de leur donner toute notre collection des molécules bioactives aux États-Unis qui sont FDA approved, et des fois même en phase d'expérimentation, d'essayer de trouver des molécules qui sont actives. Ça, c'est un exemple de 6 patients, et vous voyez, le rouge, c'est l'activité de ces molécules. On est intéressé des molécules qui sont ici, et vous voyez 6 patients qui ont acute myeloid leukemia, donc de la leucémie, et leur réponse, elle est complètement différente.
Et ça vous donne un tout petit peu une idée que le rôle de la génétique qui joue dans le cancer, et le rôle de la vie quotidienne du patient et le rôle du métabolisme dans le corps de ce patient. On est tous différents, même entre frères et sœurs, et des fois même entre des jumeaux ou des jumelles. Donc on donne le même traitement, peut-être que l'un des jumeaux va avoir une réponse positive, l'autre va avoir une réponse négative. Mon premier exemple, c'est vous donner un exemple là où, dans beaucoup de cas, on assume que les traitements qu'on a vont travailler pour tout le monde. Ça, c'est un exemple de renal carcinoma, c'est le carcinome du rein. Et ça, c'est des cellules qu'on a obtenues des patients, et ça, c'est la liste des médicaments au niveau de l'hôpital que l'oncologiste peut les utiliser. Et comme vous voyez ici, la majorité de ces médicaments ne font rien, à l'exception peut-être de ces deux médicaments, le bortezomib et homoharingtonine. Et pour les pharmacologistes dans la salle, on ne peut pas utiliser ces médicaments pour le cancer des reins. Pourquoi? Parce que si on donne ces médicaments, ils vont sortir par les reins. Il n'y aura jamais de concentration assez suffisante pour tuer les cellules cancéreuses. Et pour les reins, on ne peut pas faire des injections directes. Donc même si on va donner le médicament à travers une transfusion, on le donne et il sort. Donc ça devient la géographie de la tumeur, la localisation dans le corps devient très importante pour avoir un résultat positif avec tous les traitements qu'on a. Et c'est pour cela, par exemple, dans ce cancer, la réalité c'est qu'on ne guérisse pas tout le monde, à l'exception s'il y a une intervention chirurgicale pour une ablation du rein. Mon deuxième exemple, c'est la leucémie, leukemia. C'est un exemple de acute myeloid leukemia. Et l'avantage des cancers du sang, par exemple, le patient va venir à l'hôpital à 8 h du matin, à 8h30, on a les cellules. C'est différent que pour les tumeurs dans d'autres organes. Donc pour le cancer du sang, on peut avoir les tumeurs et on peut avoir les tumeurs en fonction du temps. Donc ça, c'est des patients, c'est le même patient et on a un autre échantillon, 1-3, entre 3 ou 6 mois. La même chose pour le patient 2, le patient 3. Et vous voyez un tout petit peu, le top c'est les homoharingtonines, ici c'est une kinase, la CDC7. À part les homoharingtonines, les CDC7 et donorubicin, doxorubicin, mitoxantrone, c'est DNA topoisomerase inhibitors, c'est des inhibiteurs de la réplication de l'ADN. Tous les autres traitements n'ont aucun effet. Et ce que vous constatez, par exemple, pour ce patient 2-2, le premier échantillon n'a pas travaillé, mais 6 mois plus tard, il travaille. Donc, on a pu produire une plateforme pour les cancers du sang et qu'on peut suivre le patient à vie. Et à chaque fois qu'on a un problème de résistance de la molécule, on a une autre molécule qui peut se substituer, de faire une substitution. L'autre avantage qu'on a, c'est la combinaison. Donc, un traitement d'une molécule pour le cancer n'est jamais suffisant. Parce que dans le cancer, c'est à peu près la même chose pour l'antibactérien. Il faut tuer à 100%. 99,99999, ce n'est pas suffisant. Il faut tuer tout le cancer. Si on laisse ce minimum residual disease, ça devient un problème. Donc il faut l'attaquer dès le début. Ça, c'est un exemple réel de AML. C'est une patiente de 33 ans et elle était complètement refractory. Refractory, ça veut dire tout le traitement conventionnel de AML n'a pas marché sur elle. Et
ces points-là qui montent et qui descendent et qui montent, ça c'est le blast, c'est le nombre de cellules cancéreuses dans le sang. Et la pauvre, à chaque fois, donc elle a commencé en novembre-décembre 2006, et ça monte, et une fois que ça monte ici, elle ne peut même pas marcher. Donc elle est au lit. Et lorsqu'elle vient à l'hôpital dans cette période, c'était pour faire une transfusion de Moelle. Et ça ne marche pas parce que même pas une semaine après, ça revient. Encore pire que l'avant. Et c'était ce genre de cycle. Parce que tout traitement qu'on a, chimiothérapie, ça ne marche pas. Tout traitement qu'on a de thérapie de précision, ça ne marchait pas. On a obtenu ces cellules en janvier 2007. On les a dépistées et on a trouvé cette molécule. C'est un antimétabolite. Et cette molécule s'est approuvée par le FDA, mais pas pour le AML. C'est approuvé pour un autre cancer. Et dans quelques cas, cette molécule est utilisée comme un antiviral. Et une fois qu'on a trouvé cette molécule, quelques mois après, on a commencé le traitement. Lorsqu'on lui a donné le traitement, et elle est rentrée chez elle, et elle est revenue à chaque fois pour avoir une prise de sang, on n'était pas content de voir que le blast commence à monter. Mais après, ça commence à descendre. Et pour les biologistes dans la salle, j'en suis sûr, ils ont une explication pourquoi c'est le cas. Pourquoi ça a pris quelques semaines, à peu près 2 mois, pour que le blast est descendu à 0. Pas de réponse? Ça, c'est exactement l'effet d'un vaccin. On fait la première dose et la deuxième dose, et après on a l'infiltration du système immunitaire qui va attaquer ces cellules cancéreuses. Donc ce que cette molécule a fait, c'est la destruction de tout le blast. Donc le sang est plein de débris de ces cellules cancéreuses, et à conséquence de ça, ça introduit un élément d'inflammation qui va faire venir les macrophages. Et ici, c'est beaucoup plus les cellules du système immunitaire, les T-cells cytotoxiques. Donc c'est une activation spécifique des antigènes dans ces cellules cancéreuses. Donc une fois qu'on a fait une attaque, un bombardement si vous voulez, on a tué la majorité de ces cellules, le système immunitaire a pris la relève. Et c'est très important parce que lorsqu'on est bébé dans le ventre de notre mère, on est protégé par la mère. Notre système immunitaire est WW, il n'y a rien. Une fois qu'on est né, notre système immunitaire commence la procédure de distinction, self, non-self. Donc ça c'est moi, ça c'est pas moi. C'est pour cela qu'on fait beaucoup de vaccins pour les bébés. Et une fois ça c'est terminé, on crée les cellules mémoire. Donc ces cellules qui vont dire que cette protéine, c'est ma protéine, je ne vais pas l'attaquer. Mais malheureusement, avec l'âge, on développe d'autres maladies. Par exemple, le rhumatisme, qui est un problème associé avec le HSI de 60. Donc dans le cancer, parce que c'est nos cellules, c'est nos propres protéines, le système immunitaire, il est froid, parce qu'il ne reconnaît pas la tumeur. Une fois qu'on fait une destruction globale, on active indirectement, spontanément, le système immunitaire de reconnaître les cellules cancéreuses et de les attaquer et de les éliminer du sang. Donc, lorsqu'on parle de chimiothérapie, il y a beaucoup de gens qui pensent que la chimiothérapie elle-même va nous guérir du cancer. La réponse avec le docteur, c'est non. S'il n'y a pas involvement, s'il n'y a pas le système immunitaire qui est dedans, c'est quasiment impossible d'éliminer ces cellules cancéreuses. Donc ça, c'est très important. Et je dis ça pourquoi?
Parce que l'élément très important pour être sain du cancer, c'est le mode de vie. J'ai constaté les Algériens, on s'énerve tout de suite. C'est pas bien pour le cancer. Le cancer aime qu'on s'énerve tout de suite. Et ça va nous donner beaucoup de problèmes, surtout avec l'âge. Pour cette patiente, quelques mois plus tard, cette molécule n'a plus d'effet. Et vous allez me dire pourquoi. Parce qu'on a tué toutes les cellules qui étaient sensitives pour cette molécule. L'usine qui produit ces cellules, c'est la moelle. Donc il y a de nouvelles cellules qui sortent et ces cellules ont compris qu'il y a un danger. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de stratégie. Parce que pour cette molécule d'entrer dans la cellule cancéreuse, il y a des protéines qui vont l'aider à entrer. Ces cellules-là ont changé ce système. Donc cette molécule ne peut plus entrer. C'est pour cela qu'on ne peut pas tuer ce cancer. Et on avait d'autres molécules pour continuer le traitement pour cette patiente. Donc ça vous donne un tout petit peu une idée que maintenant on peut faire un traitement suivi. Et si on a la possibilité d'un laboratoire qui peut faire ce dépistage pour les oncologistes en real time, ça va aider les patients et ça va les aider peut-être à survivre une longue période. Lorsqu'on a terminé ce travail sur une patiente, on a fait un essai clinique sur plus de 2000 patients entre Sloan Kettering, Columbia, NYU. Il y a d'autres groupes qui ont vu notre travail et ont commencé à faire ça. Donc c'est devenu systématique, surtout pour tout ce qui est leucémie, pour refractory leukemias. Donc ça, c'est les patients, surtout les patients plus d'une vingtaine d'années, old age leukemias. La résistance pour la chimiothérapie, c'est en flèche. Et le danger, c'est en flèche aussi. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des cancers, si on les trouve à un âge jeune, on peut les traiter, mais à un certain âge, ça devient un peu difficile à les traiter. Maintenant, je vais parler de l'aspect agnostique. L'aspect agnostique, c'est on se dit qu'on n'est pas intéressé de cibler une protéine ou un gène dans la cellule cancéreuse. On va cibler l'ensemble de tuer les cellules cancéreuses et d'essayer d'activer le système immunitaire. Mon premier exemple, c'est un exemple qui est intéressant du point de vue qu'on fait une confiance à 100% dans la pathologie. Donc, dans cet exemple, on a la pathologie génétique. Donc, on fait le séquençage de l'ADN du patient et on a la pathologie IHC de voir si la protéine elle est présente. Dans ce cas-là, c'est le myxofibrosarcoma, c'est la sarcome soft tissue, c'est la sarcome des muscles et généralement elle attaque les jeunes et si on ne la traite pas, elle va s'attaquer à l'os et une fois à l'os, on ne peut rien faire. Dans ce cas-là, c'est une jeune fille de 14 ans qui s'appelait Mary et cette fille a vraiment souffert parce qu'elle ne peut plus marcher. Elle a de la douleur partout. Et on a pu avoir Internal Review Board Approval. Donc ça, c'est la procédure qu'on demande au groupe éthique de l'hôpital de nous donner la permission d'obtenir un échantillon de la tumeur. Et donc on a eu le protocole. Et à travers ce protocole, on a créé sa propre cellule de Marie. Et la pathologie pour les oncologistes, c'était que sa tumeur, elle dépend de IGF-1 receptor. Et on a des traitements, donc on a des inhibiteurs de ce récepteur. Voilà, donc ça c'est un exemple d'un inhibiteur de ce récepteur. Et aussi on utilise rapamycine.
Donc rapamycine, on l'utilise beaucoup pour les tumeurs solides. Et pour cela, on s'est demandé, parce que ces deux traitements dans la clinique n'ont pas fonctionné pour elle. Donc tout ce qui est first line therapy, donc tout ce qui est la première thérapie utilisée pour ce cancer, n'a rien fait pour Marie. Donc avec ces cellules, on a fait un dépistage contre 10 000 molécules et de voir si on va trouver des molécules qui vont travailler sur ce cancer. Et la réponse, on n'a pas trouvé beaucoup de choses. On n'a rien trouvé. Et même les molécules qu'on nous a dit que ce cancer est vraiment dépendant de cette molécule, ils n'ont quasiment rien fait. Et ça devient un problème beaucoup plus intéressant parce qu'on pense toujours de la biologie en étant plate. Donc on fait des flèches qui vont de gauche et de droite et toujours on croit que c'est plat. Ça c'est un exemple que c'est pas plat et c'est plus compliqué que ça. C'est l'un des premiers exemples qu'on a eu qu'il y a complètement une discordance entre la pathologie et ce qu'on voit dans mon laboratoire. Qu'on n'a pas vraiment confirmé que le cancer de Marie est vraiment dépendant sur ça. Et je vais vous montrer des datas sur ça. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser une approche génétique. Donc on va dans la cellule du cancer et on va réduire la présence des gènes un par un. Et on demande la question, quels sont les gènes qu'on va réduire qui vont avoir un effet sur ces cellules cancéreuses. Et toujours en présence de ces deux molécules. Et une fois qu'on a fait ça, tout ce qui est IGF n'a rien fait. Absolument aucun effet. Tout ce qui est rapamycine n'a rien fait. En plus, rapamycine, c'est les microtubules, donc c'est le cytoskeleton de la cellule cancéreuse. Ils n'ont aucun effet. Ils n'ont rien fait pour ce cancer. Maintenant, on se demande si on fait notre biologie vis-à-vis de l'IGF-1R, le seul gène qui devient important, c'est casein kinase. Et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici du point de vue de signalisation. Donc ça vous donne une idée un tout petit peu que des fois là, on se met sur la pathologie génomique et de dire que c'est le gène qui est le plus important pour ce cancer, mais des fois la réalité, ce gène n'a rien à voir avec ce cancer. Et c'était le premier exemple qu'on a trouvé, et c'était pas bien parce qu'on avait la patiente à l'hôpital, Marie, et on était en train de sauver sa vie. Lorsqu'on passe à le pathway pour le mTOR, on trouve beaucoup de gènes qui nous donnent une réponse positive, mais on n'a pas de traitement pour ça. Donc on a commencé avec une protéine, le IGF-1R, c'est ce que la pathologie nous a dit. Et c'est avéré que ça n'a rien à voir avec ça, on a trouvé un nouveau pathway. Et malheureusement pour ce pathway, on n'a pas de traitement. On ne pouvait rien faire pour la pauvre Marie. Et donc, quelques mois plus tard, elle était décédée, la pauvre. On ne pouvait rien faire pour elle. Mon deuxième exemple, c'est le cancer de l'œil. Moi, je suis très intéressé par tout ce qui est cancer pédiatrie. Et le cancer de l'œil, c'est un cancer génétique. C'est un cancer où les cellules n'ont pas la protéine RB, donc ils sont complètement RB-null. Il n'y a pas d'RB. Et j'en suis sûr, pour les oncologistes, c'est quelque chose qu'ils ont vu. Pour les biologistes, dans tous les cancers, lorsqu'on attaque les cancers, on tire les cellules et les cellules elles vont disparaître.
Le cancer de l'œil, ça c'est la tumeur avec sa vascularisation. Lorsqu'on la traite et le traitement travaille très bien, il y a une calcification de la tumeur. Parce que c'est la tumeur, elle vit dans le vitreous, dans l'œil. Donc il n'y a pas un moyen pour les déchets de l'œil de sortir. Donc le seul moyen de sortir, c'est à travers le nerf optique. Mais une fois que ça devient d'une taille assez importante, c'est difficile de sortir. La majorité du temps, la tumeur avant le traitement et la tumeur après le traitement. Aucun effet. Donc c'est un cancer qui est dans l'œil, c'est un cancer où la majorité du temps, le site primaire qui est l'œil ne tue pas l'enfant. C'est une fois que ces cellules se détachent, ils vont migrer vers le nerf optique, ils vont sortir avec le nerf optique, ils vont se retrouver au niveau du foie. Une fois qu'ils sont au niveau du foie, le site primaire n'est plus important. C'est le site secondaire. Donc tous les décès qu'on a qui sont liés au rétinoblastoma, ce n'est pas le site primaire qui les tue, c'est le site secondaire. Généralement, c'est un cancer du foie qui n'est pas lié à un carcinome et qui devient beaucoup plus compliqué à traiter. Donc on a travaillé sur ça, on a trouvé des molécules de la famille de cardenolites qui travaillaient très bien sur ce cancer. On a fait des essais au niveau de la souris et on peut, si vous voulez, guérir la souris de ce cancer. Donc après, ça c'est le contrôle. Après 7 jours, 14, 19 jours, ici il n'y a plus de tumeur. Ça c'est la tumeur sans traitement, le tumeur avec un traitement. Le poids de l'animal n'a pas beaucoup changé. Et c'est un traitement qu'on donne aux gens qui ont un problème cardiaque. Donc aux États-Unis, c'est obligatoire d'avoir des cardiac glycosides au niveau de la pharmacie de l'hôpital. Et pour faire ça, David Abrams, mon collaborateur, a des méthodes qui s'appellent intra-arterial chemotherapy. Donc on deliver, je ne sais pas comment dire ça en français, la molécule à partir de la fémur sur le vaisseau sanguin, le nerf optique et dans l'œil. Et l'avantage de ça, on n'a plus besoin de comprendre la pharmacologie, on évite le foie pour le métabolisme de la molécule et on évite le rein pour que la molécule sorte. Donc on a fait un essai clinique et ça c'est vraiment une sad story. C'était malheureux pour nous qu'on n'a pas pu sauver l'œil. Un joli garçon de 4 ans, l'œil gauche a été coupé, maintenant c'est l'œil droit. Et il était au stade 3, ça c'est la tumeur, et si vous voulez c'est la tumeur mère dans l'œil, et on a toujours peur de ces petites tumeurs qui se détachent. Et tous les traitements qui ont été faits, de la chimiothérapie, du laser froid, du laser chaud, rien n'a marché pour ce petit gamin. Donc, c'était notre premier patient dans l'essai clinique. Et donc, on a fait le premier traitement. La maladie était stable. Vous voyez la différence de la tumeur mère, que maintenant elle commence à se calcifier, et vous voyez qu'on a de nouvelles tumeurs qui sortent, et ils sont en train d'avoir leur vascularisation. Donc une fois qu'ils ont les vaisseaux sanguins, ça devient très difficile à les tuer. Et on a fait le deuxième tour, donc le deuxième tour, la tumeur mère, on l'a calcifiée, elle est complètement partie.
Et on a fait un troisième tour. La tumeur principale, elle est complètement calcifiée, mais on a de nouvelles tumeurs qui commencent à venir. Et après le dernier traitement qu'on a fait pour le patient, on a pu calcifier pas mal de tumeurs dans l'œil, mais cette tumeur-là est devenue la nouvelle tumeur mère. Et ce que vous pouvez constater, qu'une fois qu'on a ce problème, c'est que le site primaire n'est plus important, parce que les cellules ont déjà migré, ils sont au niveau du foie. Donc les oncologistes n'en pouvaient rien faire que d'enlever l'œil. Donc un gamin de 4 ans qui a perdu un œil, maintenant a perdu le deuxième œil. C'était vraiment terrible de voir ça. Mais ça, c'est la réalité. Mais ce qui est important lorsqu'on fait des essais cliniques comme ça, pour nous, ce n'était pas des statistiques. C'était vraiment la question qui se pose, pourquoi ? Pourquoi? Parce qu'on était sûr qu'on a vu chez la souris qu'on peut complètement tuer ce cancer. Mais au niveau de l'œil, on n'a pas pu faire ça. La question, c'est pourquoi? Donc notre recherche a changé. D'essayer de comprendre pourquoi. Ça, c'est beaucoup plus la technologie qu'on a utilisée. Pour les biologistes, lorsque vous faites tissue culture, vous cultivez les cellules, c'est toujours one layer, donc ils sont one layer, qui sont plats dans votre dish. Pour nous, ça ne nous intéresse pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est de former la tumeur, d'essayer de former la tumeur. Et le seul moyen de pousser ces cellules à former de la tumeur, on utilise cette technologie qui a du fer. Donc on donne à la tumeur du fer, donc les tumeurs vont avaler le fer, après on a un aimant. Et on force avec le fer les tumeurs de venir ensemble, et les cellules de venir ensemble et de former la tumeur. Voici l'exemple. Donc ça, c'est la tumeur qui est un peu l'exemple qu'on voit dans l'œil. Ici, donc, si on fait ça et on laisse la tumeur de grandir, elle va grandir au point où elle devient très grande. On commence à voir de la nécrose au sein de la tumeur parce qu'il n'y a pas de nutrition, il n'y a pas d'oxygène qui passe. Et on peut les tuer, et c'est à peu près la même chose que l'œil, on a une calcification. Si on prend le topotecan, qui fait partie de la première ligne de thérapie, si on donne le traitement priori à la formation de la tumeur, on peut tuer la tumeur. Ça, c'était un bon résultat. Si on fait le traitement après que la tumeur est formée, on n'a aucun effet. Donc, lorsqu'on a traité, il y avait déjà la tumeur mère qu'on a pu calcifier. Mais les autres petites tumeurs de taille moyenne, après ils ont grandi, on n'a pas pu les tuer parce qu'ils ont déjà formé ce genre de structure. Et pour les gens qui sont intéressés, pourquoi c'est le cas, c'est parce que la plasticité de la cellule cancéreuse, elle est différente de la cellule normale. Un point très important. Le deuxième point, ces cellules-là commencent un comportement de cellules de souche. Donc, une fois qu'ils sont devenus, ou ils pensent qu'ils sont des cellules de souche avec une plasticité qui a complètement changé, c'est très difficile de les tuer. Donc ça devient très compliqué. Ce que je suis en train de vous dire, c'est, et les oncologistes vont vous dire la même chose, c'est très difficile de tuer une tumeur qui est déjà formée. Et si cette tumeur a changé de plasticité et ça commence un comportement d'une cellule de souche, stem cell likeness,
c'est quasiment impossible de les tuer. Ça, c'est très important. Ça vous donne une idée pourquoi tout le problème de minimum residual disease est un problème très important pour la thérapie contre le cancer. Ça, c'est un autre exemple qu'on a fait avec Malphalène, qui fait partie du traitement. Si on fait le traitement avant la formation des sphéroïdes, on peut les tuer. Si on fait le traitement après, il n'y a pas d'effet. Donc on a compris un tout petit peu ce qui se passe dans l'œil et aussi pourquoi on n'a pas pu tuer toutes les tumeurs dans l'œil. L'autre aspect que je n'ai pas mentionné, j'en suis sûr, il y a des gens qui pensent, c'est que dans l'œil, il y a aussi le problème de pression. Si vous allez voir l'ophtalmologiste, il mesure la tension de l'œil. Donc ça, c'est un problème. Le deuxième problème, on ne peut pas utiliser des doses de traitement très élevées parce qu'on va brûler la rétine. Donc on va éliminer le cancer, mais on va dire aux petits-enfants, je suis désolé, ta vue, elle est maintenant partie parce qu'il n'y a plus de rétine. Donc ça devient compliqué de faire ce traitement au point où on peut s'attaquer à la tumeur, mais on ne va pas toucher la rétine. Une fois qu'on touche la rétine, ça y est, c'est terminé. Ça, c'est un autre exemple. La même chose, de cisplatine. Avant le traitement, on peut tuer ces cellules. Après, il n'y a rien. On ne peut pas les tuer. Le troisième exemple, c'est comment on peut s'attaquer à cette plasticité et le comportement de ces cellules comme des cellules de souche. Une fois qu'ils forment la tumeur, c'est difficile. Donc, est-ce qu'on peut faire une reprogrammation? On va reprogrammer la génétique de la cellule pour que ces cellules vont se séparer. Si on peut faire ça, c'est très facile de les tuer. Donc, on va partir de la tumeur mère, on va essayer de rendre ces cellules individuelles. Une fois qu'elles sont individuelles, ils vont perdre la plasticité, ils vont perdre le comportement de cellules de souche. Et s'ils vont faire ça, ça sera très facile de les tuer. Donc on a fait ça, et ça c'est les résultats qu'on voit. C'est très très intéressant. Donc ça c'est des différentes molécules qu'on a utilisées. Dans ce cas-là, on peut faire le reversal. Donc on a commencé par la tumeur qui est formée. Et après 7 jours, on a tué cette tumeur. La même chose ici, c'est des cellules individuelles qui sont faciles à tuer. Mais on a cette molécule-là qui a tourné ces cellules noires. Et ça, c'est une question pour les biologistes ou les étudiants en médecine dans la salle. Pourquoi ces cellules sont devenues noires? Ce n'est pas une question piège, hein? Parce qu'on a reprogrammé ces cellules, et pour cette molécule, on a reprogrammé ces cellules de produire la métalloline. Une fois qu'ils produisent la métalloline, elle devient noire. Donc ça, c'est exactement ce que, peut-être pas beaucoup de vous, mais il y a quelques-uns d'entre vous qui font le bronzage artificiel. Pas devenir noir, mais devenir un peu de couleur marron. Donc c'est une reprogrammation de la cellule de la peau. Ici, on a fait une reprogrammation de la cellule de l'œil. Et la même chose pour un autre cancer, RBC, c'est des cellules d'une autre patiente. Et on voit à peu près la même chose avec la molécule qui tourne la cellule noire. Donc maintenant, on a une méthode de traiter ces patients. Donc on leur donne une thérapie adjuvante. Donc la tumeur, on va la disperser. Et une fois que c'est dispersé, on peut l'attaquer avec tout ce qu'on a comme arsenal de chimiothérapie.
Et on fait la même chose. Ici, c'est un autre exemple, à peu près la même chose. Si on prend des cellules normales, on les injecte chez la souris, on n'a rien. Si on fait une reprogrammation de ces cellules, et vous voyez comment ces cellules sont plates, et ici, elles commencent à former. Si on fait ça et on injecte, on a une tumeur. Donc cette reprogrammation, on fait deux choses. On change la plasticité de la cellule et on change le comportement. Et une fois qu'on fait ça, ces cellules deviennent addicted. Donc maintenant, elles vont grandir et si on ne les traite pas, ça commence à grandir, ça commence à grandir. Et des fois, on a des tumeurs qui pèsent des kilos. Et dans ce cas-là, donc on voit la même chose, qui forme ça. Une fois qu'ils forment ça, exactement le même problème. On ne peut pas les tuer. Mais on peut faire du dépistage. Donc ici, c'est les cellules qui forment les tumeurs. Donc c'est une sphère. Et on peut trouver des molécules qui commencent à faire une reprogrammation de ces cellules. Si on arrive à faire ça, ces cellules cancéreuses sont très faciles à éliminer. Si on ne peut pas faire ça, s'il y a une vingtaine de tumeurs, on peut tuer 5-6 tumeurs. Les autres tumeurs, on ne peut pas les toucher. Et ces 6 tumeurs ont une vascularisation très importante, ça va être très très difficile de les tuer. Donc, dans ce cas-là, on a pu trouver des molécules. Les tumeurs, ici, ils forment les sphéroïdes. Et avec la molécule 534, ces cellules sont dispersées. Une fois qu'ils sont dispersés, ces cellules sont très faciles à éliminer. Et donc, là, on a pris une approche agnostique, qu'on n'est pas intéressé de connaître la cible, mais on est en train de changer le comportement et la physiologie de la cellule. Et l'application de ça, à l'exception des cancers du sang, c'est pour tous les autres cancers. Si on peut faire ça, pas nécessairement guérir, mais la qualité de la vie des patients va changer. Donc on peut prolonger leur vie, ils vont avoir à peu près une vie normale. Avec cette molécule, on a fait les mêmes essais chez la souris. Donc ça, c'est la tumeur. Avec notre molécule, on peut réduire ça en fonction de temps. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle adjuvant therapy. Donc on fait ce traitement en premier lieu, on attend et après on vient avec les premières lignes de thérapie pour ce cancer. Mon dernier exemple, c'est actionable targets. Et je vais parler rien qu'une seule protéine qui est très importante. Ça, c'est le cycle cellulaire de G1AS. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fork formation. C'est là où l'ADN va se diviser pour faire la réplication, pour générer les deux cellules. Okay? Deux cellules à deux cellules. Et la kinase, la CD7, elle est très importante pour ça, parce qu'elle va faire la phosphorylation de la CD6. Une fois que la CD6 est phosphorylée, elle va être détruite. Si elle est détruite, le CDT1 a détruite. Après, c'est le recrutement de MCM de cette complexe avec la DNA polymerase. Et ça, on commence la réplication de l'ADN. Chez une cellule normale, cette phase, elle est très contrôlée. C'est la différence entre nos cellules normales vis-à-vis d'un virus ou vis-à-vis d'une bactérie. Les virus n'ont aucun contrôle de mutation. Donc, une fois qu'ils commencent leur réplication, s'il y a des mutations, ça fonce. Une cellule normale, on a l'accélérateur et le frein. S'il y a un problème de mutation, c'est le frein. Et ces cellules vont être détruites.
Si on a un cancer, c'est l'accélérateur, il n'y a pas de frein. Donc ces cellules continuent à se diviser, à se diviser, à se diviser, et un jour vous passez voir le docteur et votre tumeur elle a 2,5 kg. Et s'il n'y a pas d'intervention, elle peut aller jusqu'à 5 kg. Donc tout le système de nutrition de votre corps ne va pas vous nourrir, va nourrir la tumeur. Donc on a travaillé sur ça, on a fait un dépistage des molécules, et ici on a travaillé beaucoup plus sur les molécules de source naturelle. Ce n'est pas des molécules synthétiques. Et l'Algérie, elle a une biodiversité très importante qui n'est pas encore exploitée. Par rapport à d'autres pays, par rapport aux États-Unis, l'Australie, la Malaisie. Parce que les molécules naturelles, moi j'aime les molécules naturelles, c'est des molécules qui ont évolué sur des millions d'années. Ils ont une relation avec la biologie. Les molécules synthétiques, c'est des molécules artificielles. Et c'est des molécules problématiques. On a un problème de métabolisme, un problème de toxicité, et on a un problème des effets secondaires. Avec les molécules naturelles, c'est un peu différent. Le dosage il est différent, la pharmacologie elle est différente, et l'effet thérapeutique a beaucoup plus de bénéfices que les molécules synthétiques. Donc on a trouvé la molécule MSK747, et c'est une molécule qui fait exactement ce que je vous ai dit. Ici, c'est les cellules qui font leur cycle, et là, c'est la G1S. On a 2 contenus d'ADN. On passe ça, et les cellules sortent de leur cycle. On donne cette molécule, et là, ils sont complètement arrêtés. Et une fois qu'ils sont arrêtés à G1S, ils vont penser pendant quelques minutes, et après, la procédure d'apoptose va commencer, et elles vont être détruites par apoptosis. Donc on va les éliminer d'une manière naturelle. On peut faire la même chose de faire le cycle, et ça c'est l'incorporation de thymidine, qui est très importante pour l'ADN. Et donc si on bloque ça, on n'a pas généré de nouvel ADN parce qu'on n'a pas fait la division pour la division cellulaire. Et si on ne fait pas ça, on va doubler le contenu de l'ADN jusqu'à ce qu'ils sortent de leur cycle. Lorsqu'on prend cette molécule dans un exemple qui est l'un des de leucémie les plus agressifs, c'est Philadelphia Chromosome Acute Lymphoblastic Leukemia. Et vous voyez ici le contrôle. Donc ces cellules-là, parce que c'est un cancer de sang, on les injecte dans la queue de la souris. On fait tail injection, et après 3 jours, on peut démontrer la même pathologie que chez l'humain, jusqu'à la pénétration CNS. Et après 27 jours, ces souris ne peuvent même pas marcher. Elles vont mourir, ce n'est pas le cancer qui les tue. Elles ne peuvent même pas marcher pour aller boire ou pour aller manger, dans une petite cage, qui vous donne un tout petit peu l'exemple. Donc chez l'humain, lorsqu'ils sont dans le chronic blast, c'est le même effet qui se passe. Avec la molécule MSK77, c'est un prodrug, donc c'est une molécule qui a un sucre additionnel pour la dispersion dans le corps. Une fois qu'elle est dispersée, on a beaucoup d'esterases dans le sang qui vont couper le sucre et générer la 747. Et lorsqu'on fait ça, c'est le contrôle, ça c'est un dosage, et ça c'est ça, 16 jours. On élimine la tumeur à l'exception du cerveau. Ça c'est l'un des problèmes des produits naturels. C'est difficile pour eux de pénétrer
dans le cerveau. Donc, peuvent circuler dans le reste du corps, là où la vascularisation va partir, là où il y a les vaisseaux sanguins, mais pas le cerveau. Donc, la pathologie de tout ce qui est ALL dans le reste du corps, on le traite, mais au niveau du CNS, on n'a pas pu les traiter. On a pris la même chose et on a essayé avec le cancer des ovaires. Le cancer des ovaires, je ne connais pas ce qui se passe au niveau du cancer en Algérie, mais aux États-Unis, le cancer des ovaires est un cancer très très important. Parce que c'est un cancer qui développe la résistance très vite. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est full hysterectomy, c'est d'enlever les ovaires, des fois même les l'utérus. Mais on a essayé de trouver quelque chose qui peut travailler chez le cancer des ovaires. L'autre avantage des cancers des ovaires, on peut faire une injection de la thérapie in situ, directement dans les ovaires. Donc c'est un très grand avantage du point de vue de traitement. Et on a fait la même chose, donc ça c'est les contrôles. Vous avez la tumeur qui est très très bien développée, et avec un dosage, et après 42 jours, à un dosage de 3 mg/kg, on peut éliminer la majorité de la tumeur. Et j'en suis sûr que vous pensez que vous avez fait ce travail, donc cette molécule elle est sur le marché, on va l'utiliser. Non. La découverte, c'est pour cela, des fois c'est très important de chercher chez les molécules qui sont déjà sur le marché. Parce qu'une fois que vous trouvez un effet thérapeutique, le docteur peut les utiliser, sans passer par le FDA par exemple. Si vous avez une nouvelle molécule, ça va prendre du temps. On a commencé ce travail en 2007. On est en 2024. En 2024, on vient de commencer les essais cliniques. Donc 17 ans après qu'on arrive chez l'humain. Et l'avantage, c'est une molécule naturelle qui est produite par une bactérie. Et la couleur, c'est une couleur violet. Donc on peut faire tout cela. On a eu des réunions avec le FDA américain. Et après ça, on a l'Institut a donné la licence à une compagnie biotech. Et ils ont commencé maintenant, on est dans la phase 2. Donc ça veut dire qu'on a perdu 17 ans pour arriver à ce point-là, et on va attendre peut-être jusqu'à 5 ans. Donc de la conception d'avoir un traitement, facilement ça va prendre une vingtaine, une trentaine d'années. Mais chez les patients, ils ne vont pas attendre une vingtaine, trentaine d'années. C'est pour cela on est en train de jouer un jeu avec le cancer. On fait un pas à l'avant, parce que ça va prendre 24 ans, le cancer va faire 6-7 pas en avant. Une fois qu'on a ce traitement, on a perdu beaucoup de vie, et pour faire le même cycle, ça va devenir le même problème. Donc, pour faire un résumé, le cancer n'est pas une seule maladie. Le cancer est un mélange de maladies, et ça dépend de cas à cas. On est tous dans cette salle, et j'en suis sûr, il y a des gens qui disent « je suis sain, je n'ai pas de cancer ». On a tous un cancer. Pourquoi? On est mécanique. Tout ça, ça aide. Et l'avantage qu'on a, c'est notre système de surveillance immunitaire, il est fonctionnel. D'accord? S'il n'y a pas de stress, si on est stressé tout le temps, zaguette. Donc il faut faire la balance entre les deux. Donc on a le problème génétique, on a l'environnement. L'environnement, on ne peut pas le contrôler. À Steve, j'ai visité un tout petit peu, c'est pas pollué, je peux respirer. J'étais assis au sud, c'est impossible de respirer. Il faut mettre la bavette. Et là, c'est le style de vie. Pour moi, le style de vie, c'est le stress.
Deuxième problème, c'est le diagnostic. En Algérie, نشتيو نتزاو. أي معليش أي تروح، أي معليش أي تروح. ونهار الزاقة, vous allez chez le docteur, c'est un peu trop tard. Donc, lorsqu'on dit que les femmes, par exemple, le mammogramme, c'est pas pareil comme c'est important de le faire. Pour le cancer des ovaires, le smear test, c'est la même chose. Parce que si le docteur trouve le cancer assez tôt, la prise en charge elle est plus facile. Si le cancer il est un peu tard, c'est très très difficile et vous allez souffrir. Et après on a les traitements. Je ne connais pas beaucoup ce qui se passe en Algérie, mais je vais vous donner un résumé de ce qu'on fait aux États-Unis. Donc on a les small molécules, donc on a la chimiothérapie, on a l'anti-angiogénique. Comme je vous ai dit, si on va couper la nourriture à ces cellules cancéreuses, on va les tuer. Parce qu'une fois qu'ils forment la vascularisation aux alentours, c'est un peu trop tard. Et on fait targeted therapy. C'est une thérapie ciblée. Le cas du cancer du poumon, c'est EGFR, par exemple. Dans le cas du pancréas, c'est le RAS, par exemple. C'est des thérapies ciblées pour ces oncothènes. On fait encore aussi de larges molécules, c'est les anticorps. Que maintenant, on sait bien les faire, on sait bien les utiliser, et on les voit avec des effets très importants. On a des anticorps qui ont la monothérapie, donc qui reconnaissent une seule cible. On a qui ont la bithérapie ou la trithérapie, qui reconnaissent d'autres cibles. Et on a eu beaucoup de succès avec ces anticorps jusqu'au point où il y a une mutation. C'est ça le problème du cancer. Tout est bon, une mutation, la thérapie, elle est terminée, surtout pour les anticorps. Et on a les anticorps couplés avec ADC. Des anticorps avec des poisons attachés ou de la radioactivité attachée pour avoir une thérapie ciblée. Donc ils vont reconnaître la tumeur, donc tout ce qui est toxique va tuer la tumeur et tout ce qui est radioactif va tuer la tumeur. On a ici la thérapie cellulaire, donc les bone marrow transplants qui se font depuis des années. Maintenant, on a la CAR-T thérapie. C'est l'activation du système immunitaire à reconnaître les cellules cancéreuses. Cette thérapie marche très bien chez les cancers du sang, mais on commence à avoir de bons résultats chez les cancers des tumeurs solides. Ce n'est pas encore à 100%, mais on arrive. On commence à avoir des vaccins. Et ça va être game changer, ça va être quelque chose d'important. Par exemple, si on parle des cancers chez la femme, généralement, il y a 2-3 protéines ciblées, le BRCA par exemple, pour le cancer de sein, cancer des ovaires. On a un vaccin qui va faire des anticorps contre les mutations de BRCA1-2. On peut déjà vacciner à... Donc il y aura une protection chez la femme et ça va être idéal. Pour moi ici, c'est tif parce que j'ai fait un entretien avec Radio 3 il y a quelques mois sur la variole du singe qui est en train de faire de la peur pour tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que ces vaccins, on les appelle oncolytic viruses. Et l'un des vaccins qu'on utilise exactement maintenant, qui est chez l'homme, dans la clinique, c'est la variole du singe. Donc on est en train d'utiliser ce virus pour faire des vaccins. Il y a des gens qui nous disent ce virus va tous nous tuer. Et moi je trouve ça un peu bizarre. Parce que il faut qu'on ait un virus qui a un contenu d'ADN assez grand. Par exemple, on ne peut pas utiliser des virus à base d'ARN.
le cargo, il est limité de ce qu'on peut ajouter en tant d'antigène cancéreux. Lorsqu'on a un virus à base d'ADN comme la variole du singe, on peut ajouter des centaines d'antigènes. Donc vous pouvez imaginer la multivalency du vaccin. Et si on peut arriver à ça, je pense qu'on ne va pas guérir le cancer à 100%, mais on va réduire la présence du cancer en fonction du temps. Et si on peut vacciner à la jeune, ça va donner, je pense, des résultats très importants. On a la radiothérapie, donc la radio externe, interne, et on a la chirurgie. Des fois, la chirurgie, si on est à une étape au début du cancer, c'est facile, après ça devient très compliqué. Et c'est pour cela que le diagnostic d'aller faire des tests et de voir le docteur régulièrement, une fois par an, c'est très important pour la détection du cancer. Donc j'espère à travers mon talk today, donc le message que vous allez prendre avec vous, j'espère que le cancer est très compliqué. Il y a le système immunitaire, il y a le micro-environnement de la tumeur, donc on a les cellules saines et on a les cellules cancéreuses. Et dans cette facette, il y a le problème d'inflammation. Et ça devient très important pour beaucoup de cancers. Les traitements qu'on a ne marchent pas chez tout le monde. Et je vous ai montré des cas intéressants que des fois on est chanceux, des fois on n'est pas chanceux. Et s'il n'y a pas de la recherche derrière qui aide les oncologistes par eux-mêmes ne peuvent pas faire grand-chose. Donc il faut qu'il y ait le support de recherche de laboratoire. Comme je vous ai dit, pour les cancers du sang, on fait ça en routine. Le patient arrive à 8 h du matin, à 8 h 30, les cellules sont prêtes pour le dépistage. On a un très grand problème parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe in vitro, donc en dehors du corps humain, par rapport de ce qui se passe dans le corps humain lorsqu'on donne les traitements. Parce qu'une fois qu'on prend l'échantillon du corps humain, cet échantillon n'est plus actif, il est statique. Et l'un des plus grands problèmes avec les cellules cancéreuses, c'est la dédifférenciation. Donc des fois, les gens cultivent des cellules cancéreuses dans leur laboratoire. S'il n'y a pas l'aide d'un pathologiste, les cellules qui sont en train de cultiver n'ont rien à voir des cellules de cancer dans le corps. Et ça j'ai vu ça beaucoup de fois, où on génère un traitement qui est basé sur ces cellules, mais ces cellules sont complètement différentes de ce qu'il y a dans le corps humain. Donc, par conséquent, les traitements ne vont pas marcher. Mon dernier point, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire aux États-Unis depuis plus de 10 ans, c'est le traitement personnalisé, qui est basé sur le patient, pas sur la population. Et j'espère que ce traitement commence à entrer en Algérie. J'espère que des universités comme votre université avec le CAC, vous avez le CHU qui n'est pas très loin d'ici, que vous allez avoir des ponts de collaboration et d'essayer de bien vraiment aider les malades qui sont dans la clinique. Moi personnellement, dans l'hôpital où j'étais, si je suis sur le service des cancers des adultes et je vois ces malades, ça ne me touche pas beaucoup. Si je passe chez le cancer de pédiatrie, ça me touche. Parce que si j'ai un malade qui a 80 ans, ce malade a fait sa vie. Si je peux faire une extension de vie avec une qualité de vie, c'est une bonne chose. Si je vais voir un malade qui a 3 ans, avec une leucémie qui n'a rien fait,
ça touche. Et c'est pour cela, tout ce qu'on fait maintenant du point de vue de la thérapie personnelle, on voit déjà qu'on a beaucoup de résultats, surtout la qualité de vie. J'en suis sûr, dans votre famille, vous avez un membre de famille, votre voisin qui est atteint du cancer, qui a fait de la chimiothérapie, et vous les avez vus durant le traitement de la chimiothérapie. Ce n'est pas quelque chose de bien. Ou le traitement de la radiothérapie. Donc bien qu'on est en train de les aider, leur qualité de vie change. Et ces gens-là veulent bien mourir que d'endurer ça. Et on veut changer ça, on veut faire une thérapie ciblée pour le patient lui-même, basée sur la génétique du patient, et d'essayer d'améliorer la vie, et en même temps, la qualité de la vie, elle est bonne. Donc, en conclusion, tout ce qui est découverte de ces molécules, ça a commencé 2000 BC. Ce n'est pas nouveau. Et j'en suis sûr que vous connaissez que la première drogue, la première thérapie sur Terre, c'est la morphine. Ce n'est pas le café. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, lorsque je pose cette question aux étudiants, la caféine. C'est la morphine. Et on a fait toute une évolution avec le temps. Il y a des technologies qui n'ont pas bien marché, comme la thérapie génétique, par exemple. Elle a marché durant le Covid avec les vaccins à base de messagers ARN, mais pour le cancer, ils n'ont pas marché. Les anticorps qu'on a développés dans les années 80, on ne pouvait pas we couldn't humanize them, parce qu'on fabrique ces vaccins chez la souris. Et la souris a tout un système immunitaire différent de chez nous. Donc de rendre ces anticorps compatibles à l'humain, ça a pris plus de 30 ans. Vous savez, le cancer n'est pas en train d'arrêter pour nous attendre. Le cancer, il va vite et on est en train d'essayer de le rattraper. On a développé beaucoup de technologies, surtout la technologie génétique. On peut faire un séquençage de votre génome dans 2 jours. On peut faire un séquençage ciblé pour 5 ou 6 gènes dans 8 heures. Donc déjà, on peut donner l'information à l'oncologiste au départ que on a ça, on a ça, on a ça, avec la pathologie, que le traitement sera très bien développé et va aider. Maintenant, on a la thérapie cellulaire. Donc avec le CAR-T, ça commence à changer ça. Et j'étais un peu déçu parce que j'étais à Alger, j'ai demandé s'il y a des centres en Algérie qui ont déjà reçu le CAR-T, qui commencent à faire le CAR-T, la réponse était quasiment non. Donc je pense que dans l'ère de Millennium, avec ce on est en train de souffrir du cancer, que j'espère qu'il y aura des interventions pour faire venir ces technologies ou de faire créer ces technologies localement en Algérie pour aider les patients algériens. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, je suis prêt à essayer de répondre.